Bonjour à tous, c'est Elodie Dasfal. Bienvenue dans 5 minutes dans le regard, le podcast qui vous propose des interventions inspirantes avec des professionnels et des personnes touchées de près ou de loin par l'autisme qui œuvrent tous à améliorer la qualité de vie des enfants porteurs de TSA. Je suis très contente de vous retrouver ce mois-ci avec Sarah Rupli, une ergothérapeute passionnée par son travail auprès des enfants autistes entre autres. Et dans cet épisode, elle partagera avec nous l'impact positif que peut avoir l'ergothérapie sur les enfants autistes et elle nous donnera son point de vue sur l'inclusion des enfants autistes. Restez à l'écoute pour découvrir comment l'ergothérapie peut aider les enfants autistes à développer leur potentiel et à participer pleinement à la vie en société. Sarah, c'est à vous. Bonjour, je suis Sarah Rupli, ergothérapeute en libéral et mon métier auprès des enfants porteurs de TSA, c'est principalement de leur apporter le plus d'autonomie possible pour la réalisation de leurs activités à la fois de vie quotidienne, donc tout ce qui va être fait à la maison, la préparation le matin, les activités qui sont faites le soir, pour la réalisation des activités de loisirs également et pour la réalisation des activités scolaires, donc directement à l'école. Et tout cela en tenant compte des particularités de l'enfant et aussi en fonction des situations de handicap qui sont rencontrées dans la vie quotidienne et dans la scolarité. Donc les particularités de l'enfant, on va principalement se baser sur les particularités sensorielles, cognitives, les éventuelles difficultés motrices et de communication. Concernant l'ergothérapie en libéral, nous sommes beaucoup sollicités sur les difficultés rencontrées pour la scolarité, puisque parfois ça va être principalement dans ces environnements-là que les difficultés vont ressortir. Donc de notre côté, on nous demande beaucoup de mettre en place des aménagements à la fois dans la classe et dans l'environnement scolaire de l'enfant pour limiter les difficultés de comportement, pour limiter les crises, pour limiter les incompréhensions. Et aussi pour favoriser au maximum la compréhension de l'environnement de l'enfant. On nous demande aussi de travailler avec l'enfant sur ce qui revient beaucoup, c'est la motivation. Il n'est pas motivé pour faire ça, il n'aime pas faire ça. Et en fait, c'est juste que parfois l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui demande ou qu'il ne perçoit pas derrière une récompense ou un système de récompense. Et du coup, ça le freine dans son engagement pour réaliser les tâches qu'on lui demande. Et aussi, on est énormément sollicité pour toute la rééducation motrice, donc en lien avec les activités de vie quotidienne. Donc ça peut être concernant l'habillage, pour fermer les boutons, fermer les fermetures éclairs. Et aussi, en classe, ça concerne énormément la réalisation des tâches d'écriture, qui sont très complexes et souvent difficiles pour ces enfants-là. Et pour les enfants qui sont non-verbaux, on travaille énormément en équipe avec les orthophonistes, avec les enseignants, les AESH autour de l'enfant pour que l'enfant puisse émettre au maximum des demandes basiques et comprendre aussi son environnement qui n'est pas toujours très accessible. Et pour cela, on peut se baser sur des techniques de communication alternative et augmentée comme le BEX, le Makaton, la langue des signes. Il y a plein de choses différentes. Concernant l'inclusion des enfants porteurs de TSA en milieu ordinaire, de mon côté, vu mon expérience, j'ai l'impression que c'est très dépendant de la connaissance du trouble et des particularités du trouble vis-à-vis de l'équipe qui va entourer l'enfant. Bien souvent, il n'y a pas de formation vraiment poussée en fait sur le trouble et du coup, ça peut être difficile d'attribuer tel ou tel comportement au trouble ou simplement au caractère de l'enfant ou sa manière d'être. Ça dépend aussi énormément des moyens qui sont donnés en classe, donc les moyens vis-à-vis du temps, vis-à-vis du matériel, parce qu'on parlait tout à l'heure d'aménagement de l'environnement. Parfois, c'est des enfants qui ont quand même besoin de pas mal de matériel spécifique. Et aussi, le fait qu'il y ait une aide humaine en classe ou pas, ça change énormément de choses. Quand toutes ces conditions sont regroupées, ça se passe plutôt bien. Et également, quand l'équipe qui entoure l'enfant est investie et a quand même des connaissances de base sur les particularités liées à l'autisme. Et je sais que c'est pas toujours possible, ça dépend énormément des établissements, même des personnes. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même un manque de connaissances sur le trouble et sur le lien qu'on peut faire avec les comportements de l'enfant dans la classe, qui du coup nous permettent de comprendre pourquoi il agit comme ça et voilà, de limiter les problèmes de comportement en général. Merci Sarah d'avoir mis en lumière les besoins essentiels pour favoriser l'inclusion des enfants autistes en milieu scolaire. Il ne faut pas oublier que la sensibilité, l'écoute et l'ouverture d'esprit des différents acteurs jouent également un rôle essentiel pour ces enfants. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois
dans le regard d'une AESH. À très vite.